Ok, tu es en train Oui, d'enregistrer. Ok. vas-y. Donc, depuis plusieurs rencontres, nous échangeons autour d'une conviction forte. Notre pays aussi regorge d'opportunités dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce domaine de la pisciculture qui est encore peu exploité par beaucoup de personnes, alors qu'il représente un potentiel économique important. La pisciculture ou l'élevage de poissons et disons, avec l'augmentation de la demande alimentaire, le besoin dans ce domaine est croissant. Et les défis liés aussi aux importations, la production locale de poissons devient un enjeu stratégique pour notre pays. Pourtant, beaucoup de personnes souhaitent se lancer sans réellement connaître les réalités du secteur ou sans connaître aussi les investissements nécessaires à faire, sans connaître les contraintes techniques qui sont liées à ce domaine, sans connaître les opportunités du marché ou encore les accompagnements qui sont disponibles au niveau local. C'est d'ailleurs pour cela que une situation que nous observons souvent chez plusieurs membres de la diaspora, des personnes motivées à investir utilement au pays, mais qui manquent parfois d'informations fiables, qui manquent d'orientation et surtout de structuration dans leurs projets. C'est pourquoi aussi nous avons voulu organiser ce webinaire avec des acteurs directement impliqués dans le développement du secteur halieutique au Burkina Faso. L'objectif aujourd'hui est très simple, c'est de comprendre concrètement ce qu'il faut pour lancer une activité piscicole viable et durable. Et donc, nous allons parler des besoins pour démarrer, de l'état actuel du secteur, des accompagnements de l'État, des difficultés qui sont liées à ce terrain, mais aussi des opportunités réelles pour les entrepreneurs et surtout pour nous, la diaspora. Nous espérons que cet échange permettra à chacun de mieux comprendre ce secteur et peut-être d'y voir une nouvelle opportunité d'investir durablement. Et nous allons vous remercier pour cette présence et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Et je laisse la parole à Aïdara pour qu'il s'adresse à nos invités. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Saré, pour l'introduction et merci aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre dans les instants. Et donc, sans tarder, je vais inviter nos invités à se présenter brièvement. Et qui aujourd'hui, on a, bon, je vais commencer avec Monsieur Minougou, vous êtes là? Euh, on dirait, je ne vois pas. Bon, et ben, je vois qu'il n'y a pas Monsieur Minougou. Bon, on va aller avec Monsieur Rabo Fabrice en attendant que Monsieur Minougou nous rejoigne. Ok, merci. Et moi, c'est le camarade Rabo Fabrice, directeur de l'aquaculture et de la recherche-développement. Donc, je suis en service au niveau de la Direction générale des ressources halieutiques, qui aussi dépend du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. En attendant, je pense qu'il y a Monsieur Minougou qui n'est pas là, mais bon. Je pense qu'on peut, si ça ne vous gêne pas, on peut débuter avec vous, bon, et en attendant qu'il nous rejoigne. Et bon, je pense que c'est bon la présentation. On aimerait débuter avec une question que beaucoup se posent, euh, parce qu'il y a la suivante. Peut-on réellement vivre de la pisciculture au Burkina Faso aujourd'hui? C'est
OK. Je peux aller directement avec les réponses. Oui, vous pouvez aller, oui, oui. OK. Voilà. Donc, merci pour cette opportunité qui nous est présentée ici pour pouvoir, et je peux dire, et parler de l'aquaculture et de la pisciculture en particulier. Nous pouvons dire, en tout cas, sans nous tromper, qu'aujourd'hui, au regard, en tout cas, des initiatives qui sont impulsées ça et là, et au regard des résultats que nous engrangeons sur le terrain, nous pouvons dire que la pisciculture au Burkina est devenue un métier plein et qu'on peut vraiment vivre de ça au Burkina Faso. Et peut-être on pourra rentrer en tout cas dans les détails. En tout cas, c'est devenu une réalité et parce que c'était une activité qui était souvent relevée à un plan au niveau des fermes comme une activité complémentaire parce qu'on menait la pisciculture, je peux dire, pour peut-être exploiter l'eau des forages et enrichir l'eau afin de faire la production végétale. Oui. C'était sur ça que c'était beaucoup axé, mais ces dernières années, avec l'offensive agro-pastorale et halieutique, avec l'initiative de production de 100 000 tonnes de poissons, qui a été décidée par nos plus hautes autorités, a fait qu'il y a un ensemble d'éléments qui ont été mis et qui a permis en tout cas un essor de la pisciculture. Donc, ça modifiait en tout cas tout le schéma, tout le dispositif qui était là parce que l'État nous permet désormais d'occuper les plans d'eau, les barrages pour pouvoir produire. Et ça, c'est une nouvelle donnée qui n'existait pas avant 2023. Avant 2023, en tout cas, c'était formellement interdit d'aller sur les plans d'eau et de pouvoir les utiliser à des fins d'aquaculture. Ça veut dire qu'on pouvait seulement prélever l'eau, peut-être avec une pompe ou quoi, sous autorisation, pour amener dans vos étangs ou vos installations. Mais avec l'avènement de l'offensive, la décision a été prise d'utiliser nos plans d'eau qui sont là à des fins d'aquaculture. Ça veut dire qu'on permet maintenant aux gens d'aller s'installer sur le barrage. Parce que le barrage, c'est quelque chose qui est public, c'est un domaine public. Donc, on permet aux gens, sous un certain nombre de conditions, de s'installer sur les barrages et de pouvoir faire une production piscicole. Ce qui a entraîné un boom dans la production. Nous sommes passés, à titre d'exemple, de 1000 tonnes, environ 1000 tonnes de production piscicole en 2023, et fin 2022, à aujourd'hui à 17 000 tonnes. Ça veut dire que nous avons multiplié en 2 ans 17 fois notre capacité de produire. Et ça, ce n'est que vraiment, c'est le décollage, comme on dit, quoi. Nous sommes dans la phase même de décollage. Donc, et ça fait que il y a des métiers des nouveaux métiers même qui se sont créés, des gens qui n'avaient jamais fait de la pisciculture ni rien aujourd'hui qui se sont lancés et qui aujourd'hui, si vous leur posez des questions, vont vous dire que effectivement, ils voient en ça, en tout cas, une activité pérenne et qui a beaucoup d'avenir. Parce que ça croît. Oui. Nous sommes dans la phase de croissance. Voilà, merci. OK. Et je vois que vous avez touché une point. Ça veut dire qu'en un seulement, de 2022 à aujourd'hui, la production a augmenté, voyons, 17, multiplié même par 17 000. Et avec cet résultat, est-ce qu'on arrive à satisfaire le besoin sur le terrain, le besoin réel du Burkina? Non, nous n'arrivons même pas. Nous ne sommes qu'à un début à 1 ou 2%. Nous n'arrivons pas parce que si je vous explique même l'idée même de l'offensive pour venir même à son fondamental, en fait, c'était quoi? Et c'est avec l'avènement, vous savez, du nouveau régime qui est là, et ça coïncidait au moment où on avait la guerre en Ukraine. Et avant ça, on a eu le Covid. Donc, le Covid a donné un enseignement aux gens pour dire que, bon, attention, à un moment donné dans le monde, on peut ne pas pouvoir faire venir quelque chose d'ailleurs. Ça, c'est la première leçon que tout le monde a tirée et on a compris qu'il faut
avoir quand même une certaine, on appelle ça souveraineté. Des Oui, besoins oui, primaires, il faut les mhm, produire sur place. oui, Et deuxième, avec la guerre en Ukraine aussi, ça a amené aussi le même phénomène aussi, surtout au niveau du blé. oui, oui, Du blé qui a fait, bon, on ne pouvait plus transporter, on était dépendant de ça. Donc, en 2023, oui, on a eu pour mission, en tout cas, il y a une équipe du ministère qui s'est réunie pour, oui, en tout cas, réfléchir sur comment atteindre la souveraineté alimentaire. C'est oui, parti de là. oui, Et partir de là, ils ont défini 8 filières. Ça veut dire qu'ils ont défini 8 produits et oui, puis il y a, qui permettent, en tout cas, qui sont des produits de forte consommation. oui, Ça, c'est un. Et puis il y a un autre critère aussi d'importation. Il y a des oui, produits qui ne sont pas de forte consommation et qui sont de très forte consommation, mais qui ne sont pas beaucoup importés, qu'on oui, a développés. Mais mhm, il y a des produits tels que le poisson. Non seulement on consomme beaucoup de poissons, nous consommons autour de 200 000 tonnes de poissons par an, le Burkina. wow, 200 000 tonnes, ouais, Et sur les 200 000 tonnes, nous ne produisons que autour de 30 000 tonnes à l'époque. ouais, 29 000 à 30 000 tonnes. Et ouais, dans ouais, ces 29 000 à 30 000 tonnes en 2022, mhm, la pisciculture ne représentait que autour de 800, 900, autour de 1000 tonnes. ouais, Donc, vous voyez le gap. Donc, ouais, les 29 000 tonnes étaient produites par la pêche de capture. suivi, oui, Donc, la pisciculture, c'était un domaine qui était embryonnaire, qui balbutiait, qui est en bas, qui ne s'élevait pas. oui, 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 Maintenant, on nous a dit, bon, si nous consommons autant de poissons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour combler au moins de moitié oui, nos importations? C'est là l'équation a été posée. On nous a demandé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler, ce n'est même pas 100%, hein, oui, de 50%, ça qui correspond aux 100 000 tonnes, ouais, de 50% notre consommation. mhm, À l'époque, puisqu'elle elle grimpe, bon, on a vu que si on allait utiliser les systèmes traditionnels, ça veut dire les étangs, les bacs hors sol et autres, et les bassins en ouais, terre, et on était confronté à une contrainte majeure qui est l'eau, la disponibilité de l'eau. Avec oui, nos forages, vous savez, tous comme nous, pour avoir des forages de 5 mètres cubes ou de 20 mètres cubes, des gros débits, ce n'est pas facile ouais, au Burkina. oui, oui, L'eau est là, mais pour forer et l'avoir et équiper et faire, c'était compliqué. Donc, on a fait la proposition mhm, d'utiliser en fait les plans d'eau naturels qui existent. ouais, ouais, Bon, ou artificiels, ça veut dire que les barrages sont des lacs artificiels. oui, oui, Donc, on a décidé, on a fait la demande pour dire, bon, si l'État peut permettre d'utiliser en tout cas ce bien commun qui est là, mhm, et c'est une ressource en eau qui est disponible, si nous pouvons l'utiliser à des fins d'aquaculture. Donc, il y avait une loi qui l'interdisait. Donc, nous avons posé le problème, les autorités ont jugé nécessaire, comme c'est une question de souveraineté, et oui, chose, si on peut l'utiliser, on va prendre des discussions pour se déclarifier, permettre à ce qu'on ait accès mhm, à nos barrages, à nos rivières et autres, pour poser des installations d'élevage mhm, pour ok, produire. ok, Donc, ça a été validé et nous sommes allés. C'est ainsi maintenant qu'on permet aux gens d'aller sur les barrages pour des installations, des cages flottantes et autres qui ont multiplié la production même par 10. Ça veut dire les rendements au niveau des cages ont multiplié nos rendements traditionnels par 10. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, si vous avez un étang ou un bassin, vous ne pouvez produire peut-être que 4 kg par mètre cube. Alors que dans une cage flottante, comme nous sommes dans le milieu naturel et les conditions s'y prêtent et l'eau est vraiment beaucoup en abondance, il y a un bon renouvellement, une bonne oxygénation. Donc, ça permet de concentrer plus les poissons et de produire autour de 40 à 50 kg même par mètre cube. Donc, on est passé de 4 kg par mètre cube que nous produisons dans nos bassins traditionnels à 40, voire 50 kg par mètre cube. Donc, c'est ce qui nous a permis en tout cas de faire vraiment une montée fulgurante dans la production. Donc, et c'est ça, c'est lié à ce besoin et à cette volonté politique oui, qui a permis en tout cas d'arriver à ça. oui, je pense que effectivement, comme vous l'avez dit,
le Covid et puis aussi vraiment, surtout nous, certains pays de l'Afrique, à se rendre compte qu'on ne peut pas dépendre de l'extérieur. Et donc, il faut des politiques de l'autosuffisance alimentaire pour pouvoir combler la demande interne. Parce que avec les guerres, qu'on veut ou pas, la guerre s'impose et puis bon, on est contraint à des, Ouais. à des limites d'importation ou d'exportation. Je pense que cette politique de l'autosuffisance est louable et vu aussi la demande interne qui est là. Et j'aimerais aussi que vous spécifiez par rapport au type de poissons qui sont élevés, aussi les types de poissons qui sont demandés au niveau national. Bon, et comme on dit, les types de poissons élevés, d'abord, pour répondre à cette question, nous avons deux types de poissons au niveau national que nous élevons vraiment, que nous avons vulgarisé. C'est le tilapia, Okay. appelé communément carpe ici. Oui. Donc, c'est le tilapia. Voilà. Okay. Le tilapia, et bon, pour les choses, c'est Urochromis niloticus. Donc, c'est ce poisson plus le poisson, les silures. Oui, oui. Les silures, le bon, poisson-chat. Donc, c'est les deux espèces qui sont vraiment communément élevées dans nos bassins. Il y a d'autres espèces aussi, mais ce n'est pas aussi vulgarisé. Oui. Donc, c'est les deux espèces. On peut se baser sur les deux espèces. Oui. Tilapia et silure. Okay. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Et je vois qu'il y a M. Minougou qui est là. Donc, sans tarder, M. Minougou, est-ce que vous pouvez Oui, vous présenter brièvement parce que bon, vous étiez absent à un moment donné. Et oui, j'avais un problème de réseau. oui, donc Voilà. présentez-vous brièvement et puis bon. Ok, je suis Minungo Amidou. Oui. Je suis au service suivi et évaluation à la Direction générale des ressources halieutiques. Ok. Voilà. Ok, et merci pour la présentation. Sans tarder, on va rentrer dans le vif. Et je Oui. commence avec vous avec une question qui est la suivante. Est-il préférable de commencer petit ou directement à grande échelle dans ce secteur? Ok, merci pour cette question. Comme pour toute entreprise, d'ailleurs, il est préférable de commencer petit à petit, quitte à ce que un jour on puisse agrandir son entreprise. Oui. C'est la meilleure solution. Voilà. Ok, ok. Donc, Puisque aujourd'hui, quand on prend par exemple la pisciculture, oui. en cage flottante par exemple, on peut commencer d'abord avec une cage, quitte à ce que, au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on augmente le nombre de cages que l'on souhaiterait par rapport aux moyens disponibles. Par rapport aux moyens disponibles. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que les intrants, maintenant, nous avons pu, comme le problème des intrants a été résolu avec le gouvernement, les aliments et les alevins. Sinon, dans le temps, vraiment, pour avoir des alevins, c'était un peu difficile. Mais on a constaté qu'en 2025, là, ça est en train de prendre. Mais toute entreprise voudrait qu'on commence ça un tout petit peu, quitte à ce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on puisse agrandir l'entreprise. Je ne sais pas si le directeur a quelque chose à ajouter. Oui, c'est exact, parce qu'il faut mesurer le projet, c'est ce qu'on appelle faire des tests. Mais aujourd'hui, nous pouvons rassurer les gens que nous avons parcouru, nous avons fait un chemin.
nous avons fait un chemin de pionniers et je dirais les premiers pisciculteurs à se lancer dans les cages flottantes, je les appelle, c'était les cobayes. Parce qu'avec la volonté politique, les gens nous ont reproché ça. Ils ont dit, mais vous n'avez pas pris le temps de faire les tests avant de vulgariser. Mais vous savez, au Burkina, ici, ce qui se passe est que le camarade président a dit que tout est urgent et qu'il faut aller vite. Donc, nous n'avons même pas le temps de faire des essais et autres comme ça. Donc, c'est avec les premiers que nous avons déployé et que, en tout cas, nous avons eu des erreurs que nous avons corrigées. Donc, ça veut dire que ceux qui rentrent dans l'activité aujourd'hui en 2026 bénéficient déjà, en tout cas, de l'expérience que nous avons acquise pendant ces 2 dernières années. Parce que les premières cages que nous avons faites ont été corrigées, ont évolué jusqu'à présent. Et l'alimentation, comme il le soulignait, il y a beaucoup de paramètres, les écloseries, l'organisation des acteurs, les enlevineurs, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment évolué, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller de manière moyenne, mais pas aller jusqu'à un petit. Pour quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui veut même faire 10 cages, nous, on est un peu rassuré, on peut lui dire de le faire parce qu'on a dépassé cette étape test où au tout début même, on disait aux gens, effectivement, ne faites pas plus d'une case parce que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas tous les paramètres. Mais aujourd'hui, les paramètres qui ne sont pas maîtrisés là sont très, très, très minimes et sont vraiment en voie d'être résolus. Quand on va arriver à ces paramètres, nous allons détailler ça. Donc, je peux dire moyennement parce qu'il y a des gens qui arrivent aujourd'hui qui vous plongent 30 cages aujourd'hui, mais basés sur déjà les résultats qu'ils ont observés pendant les 2 premières années. Et il y a des gens, bon, qui arrivent aussi, qui vont dire, bon, moi, je commence avec une seule case parce que je veux voir moi-même être confronté à la situation avant d'agrandir. Donc, vous pouvez venir aujourd'hui vraiment et faire, je peux dire, une entreprise vraiment moyenne. Moyenne, je veux dire, vous pouvez déployer même une dizaine de cages, une dizaine de grandes cages pour commencer votre entreprise au Guinée et il n'y aura pas de problème, de difficultés majeures parce que nous avons déjà traversé les difficultés majeures. Nous savons en tout cas comment réagir face à certaines choses. Voilà, merci. Ok, à vous la parole. Oui, merci. J'avais le micro éteint. Et vu que vous avez touché un peu les difficultés, non? J'aimerais poursuivre avec la question qui concerne aussi, euh, on est rentré dans l'action, les difficultés que les entrepreneurs affrontent en entreprenant. Donc, et qu'est-ce que, selon vous, les entrepreneurs sous-estiment le plus lorsqu'ils veulent se lancer? Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer? Non, qu'est-ce qu'ils C'est ça, non? sous-estiment? Qu'est-ce qu'ils sous-estiment le plus lorsqu'ils veulent se lancer? Peut-être, je peux pas, peut-être la formation, il nécessite d'une formation, ou bien ils sous-estiment l'importance, je sais pas, de la formation, ou bien de Non, il l'encadrement. sous-estime, bon, selon moi. Hmm. Ok, je vais d'abord classer les secteurs d'investissement dans le domaine piscicole d'abord. Oui, Je veux dire que ceux qui veulent se lancer, nous pouvons séparer ça en, je peux dire, oui, trois sections. Il y a la partie production des alevins. oui, C'est un domaine aussi qui est vraiment aussi rentable et vraiment qu'on peut faire aussi des business. Production des alevins, ça veut dire la sémence. mhm, Ce qu'il faut pour aller, en tout cas, ravitailler ceux qui vont faire le grossissement. Et oui, maintenant, il y a le grossissement. Le grossissement, ça veut dire vous êtes un producteur oui, positionné, vous prenez les alevins et vous les grossissez et vous les revendez. oui, Et il y a aussi la partie post-production, mais ça, c'est la partie comme transformation. Ça veut dire que vous pouvez avoir des usines pour faire soit de la glace, mhm, surgeler le poisson, mhm, mettre dans des cartons et distribuer. mhm, Et il y a une partie aussi très, très importante aussi oui, qui est la production d'aliments.
Oui. l'aliment poisson. Mm. Voilà. Donc, ce domaine-là aussi est très, 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 très important. Mm. C'est vrai que l'État a commencé déjà à installer des usines. Ça et Ouais. là, nous sommes à 3 usines installées Mm. et nous comptons cette année encore installer une usine à Koudou. Et je pense que ça va se poursuivre parce que le terrain était vraiment vierge. Ouais. Donc, ça fait que c'est maintenant que nous sommes en train, en tout cas, de mettre les différentes choses. Mais ça, c'est l'État, alors que ça ne devrait pas être l'État. Tout Mm. ce secteur-là, ça devait être le privé. Ouais. Quand on a écrit l'offensive, on avait dit que c'est les privés qui devaient venir investir. C'est parce qu'on a attendu un an, on ne voyait pas les privés venir, que l'État a commencé à se saisir du dossier et a commencé à investir. Mm. Mais je pense que si les privés montrent un intérêt, c'est Ouais. un secteur que l'État peut se retirer Ouais. et puis bon, laisser le privé, quoi. Sinon, vous voyez les investissements de l'État dans ce domaine, c'est parce que le privé n'a pas répondu. Mm. Ce qui fait que l'État est obligé de faire ces usines. Oui. Sinon, c'était préférable que ce soit des particuliers, des privés qui le font. Mm. Donc, c'est ces 3 domaines-là. Maintenant, dans chaque domaine, il y a un minimum qu'il faut. Et souvent, l'erreur que les gens font, moi, je dis, chaque fois, souvent, c'est la ressource humaine. Mm. Je pense que la ressource humaine, Ouais. et nous ici, dans nos contrées ici, ce n'est pas assez valorisé ou bien ce n'est pas, les gens ne prennent pas ça trop au sérieux. Puisque vous pouvez avoir de l'argent, Ouais. venir et mettre l'usine qu'il faut, tout ce qu'il faut. Mm. Mais si ceux qui doivent gérer le management, ceux qui doivent travailler là-bas, tout et tout, ne sont pas bien formés, tout, et ne font pas les choses telles qu'il le faut, vous n'aurez pas de résultat. Mm. Il n'y a pas de résultat. Donc, alors que c'est ça qui est le plus souvent négligé. Les gens pensent que non, il faut investir, il faut envoyer beaucoup d'argent, construire des infrastructures, mettre de l'argent, payer les intrants, mais et après? Donc, c'est ce côté-là qui est vraiment le point même truc là, c'est la ressource humaine Ouais. qui est vraiment la clé quoi, de la Mm. réussite. Ouais. Moi, je pense. Ouais. Bon, je pense que, comme vous l'avez dit, disons, la ressource humaine, c'est celle qui maintient, qui fait de sorte que l'entreprise s'accroît et sans formation et sans base solide, on risque de faire des investissements dans le désert, quoi. C'est comme vous l'avez dit. Donc, c'est important, la personne et les personnes qui travaillent. Maintenant, j'aimerais poser la question à Monsieur Minougou, par rapport les accompagnements. Et pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ne profitent pas des dispositifs existants, actuellement vu aussi l'offensive de l'autosuffisance? Monsieur Minougou, vous m'entendez? Ok, merci. Par rapport à l'accompagnement vous voulez parler de l'accompagnement du ministère ou bien de l'État, Oui, de c'est ça? l'État. Oui, 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 effectivement, oui. Ok, ok. Présentement, je peux dire que la quasi-totalité des pisciculteurs Mhm. en bénéficient un soutien, hein, Mhm. puisque presque les aliments que nous livrons aux producteurs sont subventionnés. Oui. Les aliments sont subventionnés Mhm. et les formations se font gratuitement. Oui. Donc, je peux dire que tout au long du processus, les activités que nous menons, tous les intrants que nous donnons aux promoteurs privés sont Mhm. subventionnés. Oui. Un alevin qui coûte 50 francs, si ce n'est pas une subvention, vraiment, ça ne serait pas facile. Ouais. Un kilo d'aliments coûte 300 francs. Mhm. Or, sur la place du marché, on paye ça à 1000 francs, plus de 1000 francs, pour mettre à la disposition des promoteurs privés à 300 francs le kilo. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la formation, Oui. l'État accompagne les promoteurs privés. Au niveau des intrants, l'État accompagne les promoteurs privés. Ok. Quelque chose à Ok. ajouter?
Oui, oui. Et pourquoi les gens ne profitent pas des opportunités qui sont offertes? Je pense que c'est la méconnaissance, ça c'est un. Oui. Et deuxième, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, c'est le... Les gens ne veulent pas risquer puisque c'est des affaires. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, au tout début, quand on lançait cette initiative, vraiment, il y avait beaucoup d'inconnus. En 2023, il y avait beaucoup d'inconnus. Oui. Beaucoup d'inconnus parce qu'on ne savait pas, c'était la première fois qu'on devait déployer des cages comme ça. On ne savait pas, est-ce que les cages là même vont résister sur l'eau, les crocodiles qui sont avec les poissons dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, il y avait trop d'inconnus. Donc, ça fait qu'il y a la méfiance qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils analysent, comme on dit, les risques, ils analysent les risques, ils sont freinés. Ils disent, ah, il y a trop de risques dans ça. Et effectivement, nous aussi, à ce moment, on n'avait pas aussi des garanties pour leur dire, voilà, tel risque-là, c'est maîtrisé, tel risque, c'est maîtrisé. Donc, moi, je comprends parfaitement que les gens ne se sont pas rués parce qu'il y avait ce facteur risque-là qui était très, très, très élevé. Mais avec, je dis, les pionniers et les cobayes qui ont commencé, ça n'a pas été facile. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui se sont en sortis. Mais au finish, nous avons capitalisé une expérience. Et maintenant, nous faisons de mieux en mieux. Donc, si nous regardons la photographie à l'instant T, nous pouvons dire maintenant qu'en tout cas, il y a beaucoup de facteurs risques là qui ont été en tout cas amortis et que les gens, on devait observer en tout cas un engouement de beaucoup de personnes pour venir à ça. Donc, c'est ça qui a fait parce que l'activité, il y avait beaucoup d'inconnus, comme je le disais. Nous, c'est une volonté politique. Hein. Nous sommes allés dedans comme ça, pieds joints. On ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. On est allé avec la volonté politique qui nous a poussé, aller. Ça a donné ce que ça a donné. Il y a des cobayes, comme on dit, c'est des expérimentations au tout début. Il y en a qui se sont cassés les pieds. Nous-mêmes, on a fait des cages qui se sont cassées, qui ont disparu dans l'eau, des poissons qui sont partis dans l'eau, les voleurs qui ont volé certains. Donc, mais avec le temps, on réussit, des cages qui se cassent, on corrige. On a des cages qui sont plus robustes. Les filets, on a changé la qualité des filets. Maintenant, dans les caractéristiques, désormais, on commande des filets qui sont plus solides. La gestion du site, on met maintenant des gardiens, des systèmes, des caméras pour essayer en tout cas de cerner l'aspect sécuritaire, tout et tout. Donc, et la santé des poissons, ça aussi, on a mis nos services qui sont en relation de ça, les services vétérinaires qui gèrent le côté sanitaire, qui commandent des vaccins maintenant. Dans l'Afrique de l'Ouest, ici, nous sommes l'un des premiers pays à faire la vaccination, à prendre vraiment la question de santé du poisson là, en tout cas de cette manière, et à faire des vaccinations même des poissons. Ce qui était tout nouveau. Donc, tous ces aspects-là sont en train d'être pris en compte et résorbés. La question de l'alevin, comme le disait M. Minimou, quand on commençait, l'alevin coûtait 150 francs. 150 francs l'unité. Mais on a travaillé avec des mesures, avec des aides aux alevineurs, avec un soutien et avec aussi la politique de pouvoir enlever tout ce qu'ils produisent. Donc, on a ramené le prix de l'alevin à 50 francs. Donc, vous voyez, de 150 à 50 francs. Et ça même, aujourd'hui, nous sommes dans une opération même où nous avons baissé même encore. Nous prenons les alevins et nous les donnons aux gens à 10 francs. Aujourd'hui, c'est ça qui est d'actualité, 10 francs. Ça, c'est à prix subventionné. Il y a des kits de 10 000 alevins à 100 000. Donc, tout ça, c'est des avancées. C'est vraiment des avancées. Bon, pour la question des aliments aussi, on a subventionné, l'État a payé des aliments et redistribué aux producteurs à un prix subventionné pour les permettre d'amortir les chocs dont je parle là. Parce que quelqu'un qui perd tous ses poissons ou qui produit, qui a eu des difficultés, souvent on les aide avec quelques tonnes à prix subventionné pour qu'ils se relèvent. On a fait du relèvement jusqu'à maintenant, mais on ne peut pas continuer à faire, comme on dit, de l'assistance pompier. Donc, on met maintenant des mesures qui sont structurants et puis définitifs. Donc, c'est les usines maintenant que nous avons acquis, que nous sommes en train d'implanter. Dans ces usines aussi, nous avons étudié les prix de telle sorte que la tonne de l'aliment ne dépasse plus 550 000 au lieu de 850 000 à 1 000 francs. Donc, tout ça, c'est des mesures que si vous prenez tous ces paramètres mis ensemble, vous voyez que là, c'est une affaire.
C'est vraiment une affaire. Et pour vous dire, je dis aux gens, moi je suis spécialiste aussi en production animale d'une manière générale. Je dis, ben, le domaine dans lequel au Burkina, vous pouvez arriver, investir et puis rapidement, dans 6 mois, avoir des résultats dans l'agriculture. Ah, moi je pense que les cages flottantes là, c'est l'une des... Puisque tu arrives, tu n'as pas besoin d'aller payer un terrain pour sécuriser, faire les démarches, tout sécuriser et commencer à faire des infrastructures. Ce temps-là même, là, si vous allez venir comme ça, payer un terrain et sécuriser, faire des infrastructures, commencer à produire, vous n'avez pas moins d'une année ou plus avant de sortir un produit. Mais avec les cages, c'est une simple demande avec votre business plan, tout et tout, une autorisation qu'on vous donne, une concession, on vous donne une portion du plan d'eau, vous vous installez, vous mettez vos cages pour installer les cages en 2 semaines. Les gens peuvent vous fabriquer vos cages et en 6 mois, vous avez des produits que vous sortez déjà. Vous pouvez déjà sortir en 6 mois quelque chose que vous vendez et que même vous pouvez avoir des bénéfices déjà. Ça veut dire même, souvent même, vous pouvez même amortir même en 2 cycles ou en 3 cycles même votre investissement. Parce que l'installation même, par exemple, sur les cages là, ne coûte pas cher. Ça veut dire l'infrastructure ne coûte pas cher. C'est le fonds de roulement qui coûte cher ici. Donc, j'ai dit, il y a rares sont les activités comme ça, agricoles, que vous pouvez venir avec un investissement, investir, et puis 6 mois déjà commencer à récolter. Je dis, j'en vois pas trop. J'en vois pas trop. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Voilà, c'est vraiment une opportunité. Les gens ne voient pas ça comme ça, mais aujourd'hui, moi, il y aura un moment donné où pour avoir un espace, même sur un barrage, ça va être un problème. Parce que le barrage, c'est défini. Ce n'est pas un espace indéfini. À un moment donné, ça sera saturé et nous allons dire, bon, tel barrage. Déjà, à Lumbila, on ne prend plus des promoteurs à Lumbila parce qu'on estime que c'est saturé. Le nombre de cages installées, c'est bon. Donc, au fur et à mesure, il y a les autres grands plans d'eau. Donc, à un moment donné, on dira tel plan d'eau, c'est fini, on n'admet plus de nouveaux. C'est ceux les premiers ou ceux qui ont cru, qui seront là, qui vont continuer. Donc, c'est vraiment une opportunité. Et effectivement, j'aimerais... Moi, j'ai une question. Et attendez, non, ce n'est pas pour le moment des interventions. On va finir et puis après, vous pouvez poser votre question à la fin de la rencontre. Celui qui a Samsung, je ne sais pas, il n'y a pas un nom, mais après notre intervention, vous pouvez poser la question à la fin. OK, merci. Et Okay. j'aimerais poser une question qui est la suivante. Et d'abord, avant de poser la question, j'aimerais aussi, c'est à féliciter, je peux dire, à votre ministère ou bien à l'État pour l'avancée qui a été faite, qui est celle de euh, l'expérimentation, les études, les initiatives prises pour la production des aliments. Effectivement, le privé, c'est un investissement qui peut pas prendre parce que c'est un secteur inconnu et c'est difficile de se lancer dans des secteurs inconnus. Donc, de ce côté-là, j'aimerais avec ma petite personne féliciter pour le travail abattu et que réellement, c'est des choses qu'il faut dans les pays dont nous, on vit. C'est l'État aussi qui investit dans les universités pour pouvoir faire des études sur des secteurs inconnus. Et vraiment, il faut pour pouvoir arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et vu que nous sommes de la diaspora, et vous avez parlé d'opportunités. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour faire les investissements, comme vous l'aviez dit tantôt pour les cases flottantes? Il y a un montant minimum. Et par exemple, si nous prenons la cage de 75 mètres cubes, le standard le plus petit qui a été arrêté, et je me dis, du début jusqu'à la fin, si vous allez financer tout sans subvention, ça veut dire que sans subvention, et vous devez en tout cas vous apprêter avec entre 5 à 7 millions. Voilà, donc mettons même 7 millions. Donc il vous faut 7 millions. Mais si les subventions interviennent, vous allez voir que ça va fortement chuter.
Ça, c'est les petites cages. Maintenant, les grandes cages, aussi, il faut au moins 15 à 16 millions. Bon, 15 à 17 millions. Ça, c'est des cages, le volume, c'est 200 mètres cubes. L'autre, c'est 75 mètres cubes, l'autre, c'est 200 mètres cubes. Donc, sans subvention, là-bas, il faut s'apprêter avec 15 ou 16 millions pour une seule cage. Et s'il y a des subventions, des aides, vous allez voir que ça va descendre à 9 millions comme ça pour la grande cage. Avec les subventions, si on arrive, vous arrivez à bénéficier, puisque comme il y a des critères de choix, ainsi de suite, et les choses se font par code bon, vous payez les choses de manière électronique. Donc, si vous bénéficiez de la subvention, ça peut baisser jusqu'à 9 millions pour pouvoir bénéficier. Donc, voici un peu volet cage flottante. Bon, on parle beaucoup de cage, c'est dans ça on est, mais n'oubliez pas qu'il y a les autres secteurs. Il y a le secteur de l'alevinage et puis il y a le secteur de la production d'aliments poissons aussi. Oui. Mais allons sur les cages qui sont vraiment le secteur grossissement. C'est ça qui va tirer tous les autres secteurs. Ouais. OK. OK. Donc, on est toujours sur investissement et nous aussi étant de la diaspora. Et j'aimerais demander à vous deux si vous avez un conseil à donner à nous de la diaspora qui souhaitons investir dans l'agriculture. Quel serait-il votre conseil? Je ne sais pas, M. Minougou et puis M. Drabo. Si vous avez un conseil. Bon, je laisse la parole au DR. Oui, OK. OK. Bon, mon conseil, en tout cas, c'est de ne pas tarder de venir et qu'actuellement, il y a la place. Il y a la place pour tout le monde. Nous avons la place et les procédures sont facilitées. L'accès, en tout cas, à nos plans d'eau, aux choses pour faire les investissements, c'est beaucoup facilité. Et encore, je pense qu'il y a un suivi particulier aussi envers, en tout cas, nos compatriotes qui sont hors du Burkina. On a déjà soutenu, en tout cas, des gens qui ont investi, qui sont aux États-Unis, nos compatriotes qui sont là-bas, qui sont sur nos plans d'eau avec nous, qui nous accompagnent. Je pense qu'on les a soutenus d'une manière ou d'une autre avec quelques subventions et aussi souvent avec des institutions de prêt qui ont prêté, en tout cas, à certains même qui ont pu faire des investissements. Donc, je pense que la part belle même réserve à la diaspora. Mais on voit que la diaspora n'occupe. Bon, peut-être que sur d'autres secteurs, ils occupent pleinement. Mais nous, au niveau des ressources halieutiques, ils tardent à venir. On les appelle, lance un appel pour leur dire de venir et que nous avons fait les 2 ans là, nous avons déblayé le terrain. On a eu chaud, on a fait des choses, mais c'est fait. On a testé beaucoup de choses. On sait ce qui marche et on les attend. La place est ouverte. On va les faciliter en tout cas et l'accès en tout cas au dispositif pour pouvoir investir. Donc, nous, on arrive au bon moment, alors. Oui, au bon moment. Si vous étiez un cobaye, comme je le dis, les cobayes ou les pionniers, c'est pas facile. Et donc, vous confirmez, que on peut gérer un projet agricole à distance, piscicole à distance, pardon. Oui, il y a le mécanisme qui est là pour pouvoir le faire, mais c'est comme je dis, il faut recruter un personnel vraiment. Je ne sais pas comment vous allez faire votre casting et autres là, et suivre méticuleusement ce personnel-là. Sinon, sur nos installations, si on met des cages flottantes, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont là-bas, qui ont leurs cages à Bagré là-bas. Oui. Constant, il suit sa cage, tout et tout. Souvent, il vient, quand sa femme est de passage, il vient, ils font les ventes. En tout cas, ils suivent ce qui se passe au jour le jour. Sur les cas, ils voient les poissons et ils suivent tout au jour le jour avec les technologies aujourd'hui. Vous pouvez suivre ça en étant là-bas. Mais ça n'empêche qu'il faut une certaine méthodologie, une rigueur avec les gens que vous prenez pour s'assurer. Si vous n'êtes pas là, que le gars ne fait pas bien le travail, vous ne pouvez pas. Mais en tout cas, il faut ça. Je pense que ceux qui font la gestion des ressources humaines là doivent nous donner ces solutions-là.
Nous, on est technicien pur, on sait, voilà, tant, on prend ça, on élève, ça donne ça. Mais la gestion des ressources humaines, la qualité des gens, bon, c'est d'une autre compétence que je pense qu'il faut associer ça à Ouais. ces genres de projets-là pour avoir une réussite. Ok. Et M. Minigou, vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être un petit conseil aussi à nous donner? Oui, c'est comme le disait le directeur, Oui. il vous a fait savoir que le barrage de Lumley est déjà inondé. Oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on évolue, Oui. d'autres barrages aussi seront inondés Oui. et on n'aura plus accès à y mettre des cages. Ouais. Donc, comme vous avez toujours le temps, Mm. voilà, de vous préparer pour y investir au niveau des cages flottantes. Il y a Bagré qui est là, il y a Samandeni qui est toujours là, les grands barrages. Disons-nous même qu'au début de l'offensive, c'était 3 plans d'eau seulement qu'on avait choisi. Voilà, il y a Soum. Voilà. Voilà. Donc, c'était Bagré, Samandeni et puis Soum. Mais avec l'engouement des uns et des autres, on était obligé, avec le ministère, de lancer des appels d'offres au niveau des autres plans d'eau. Ouais. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue aussi, vous voyez qu'il y a l'engouement qui continue. Hein. Chaque jour, ce sont des gens qui demandent à installer des cages. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue toujours, on sent que c'est une activité qui est rentable. Donc, la balle est dans votre camp. Hein. La balle est dans votre camp. Il y avait un même, si je me rappelle, il y a un même de vos collègues là-bas, Soulené, Saré le connaît très bien. Il l'a appelé l'année passée. Il est parmi nous après, aussi. Mais après, il est parmi nous. Après, je vois qu'il va poser la question après. Et Saré, merci, merci beaucoup pour votre intervention. Et M. Saré, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser avant qu'on passe aux questions des... Non, personnellement, je n'ai pas une question particulière. Ouais. Je pense avoir compris ce qui a été expliqué. Ouais. Et si je comprends comme le camarade directeur a dit, nous, on est chanceux. On n'est pas rentré très tôt pour faire les cobayes. On arrive au moment qu'ils ont mené des vraies études. Et comme on le dit, hein, parce que chaque activité, il faut mener des études. Mais nous, comme il a dit, il y a une volonté politique qui s'est imposée. Et quand il y a la volonté politique, souvent, on ne cherche pas à faire des vraies études, des grandes études. Il faut aller. Quand on arrive, on y va, on apprend en étant dedans. Sur le Et terrain. ils ont appris, ça fait des victimes. Vraiment que Dieu les aide à se relever. Et nous, voilà, nous, on est arrivé au bon moment. Je crois que nous aussi, que Dieu fasse qu'on arrive aussi à nous implanter et à produire pour faire, en tout cas pour épanouir ce domaine-là dans notre pays. Parce que le poisson, on le mange. Le poisson est nutritionnel. Il est très important pour la nutrition des gens et même pour des animaux. Donc, c'est à nous d'aller et d'aller investir juste et faire le développement de notre pays. Bon, on a besoin de nous, quoi. Merci. Mais organiser surtout. Comme ils ont dit, je vois dans leur explication que ça a vraiment besoin d'organisation. Que ce soit du côté financier et que ce soit du côté aussi ressources humaines, surtout des ressources humaines, parce que c'est un côté qu'on néglige, mais aujourd'hui, dans le domaine économique, à travers le monde, les gens, c'était un département qui était un peu négligé à un moment donné. Mais actuellement, c'est le domaine qui est vraiment au top. Quand tu vois une grande entreprise, l'investissement qu'ils font dans les ressources humaines, c'est vraiment du haut niveau, parce que c'est là où l'entreprise peut tenir et où ça peut aussi casser. Ouais. Donc, les ressources humaines, c'est important. Mais nous, bon, qu'est-ce qu'on sait? On a l'argent, on veut aller faire telle chose, on y va, on fait, on tombe, et les gens disent, bon, chez nous, là, on ne peut pas investir. Pourtant, on peut investir. Si on voit des Indiens qui arrivent au Burkina, des Canadiens, des Australiens, et ils viennent investir au Burkina, et nous sommes burkinabés, donc on doit pouvoir investir. C'est à nous de nous organiser, quoi. Merci. Et merci beaucoup pour cet ajout. Et, il y a une question de Moussa Guébré
il demande, avec l'évolution des cases flottantes, est-il possible d'avoir des bénéfices avec les bassins hors sol? Euh, oui, les bénéfices avec les bassins hors sol, il faut vous orienter vers l'alevinage. Mhm. Voilà, c'est comme ce que j'ai dit, produire les petits alevins. Oui. Là, vous pouvez tirer. Mais si vous voulez faire, par exemple, la même espèce, le tilapia, en bassin, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous ne pouvez pas concentrer. J'ai parlé de rendement. Vous n'allez pas pouvoir dépasser les 4 kg par mètre cube produit. Donc, ça va limiter vos charges, tout, et l'eau même qu'il faut pour changer, vous n'allez pas vous en sortir. Alors que si vous produisez des petits poissons, là, vous vous en sortez net. Il faut faire de l'alévinage, il faut produire les alévins pour fournir à ceux qui font les cages flottantes, pour ceux qui ont des bassins. Ouais. Et vous avez parlé un peu des risques que j'aimerais personnellement comprendre, c'est-à-dire quels sont les risques, bon, dans toute activité, il y a risque, hein, et quels sont les risques Oui. fréquents qu'on observe dans ce secteur-là? Dans ce secteur-là, les risques-là sont, je peux dire, on peut les classer en 3 types. Il y a, bon, anthropologique, d'autres. L'homme, c'est le vol et le vandalisme. Le vol, ça peut être les employés eux-mêmes qui volent le poisson, Oui. ou bien une tierce personne, des pêcheurs qui passent souvent pour voler à l'insu, ils vont plonger des épuisettes ou autres, ou bien d'autres ne pouvant pas faire ça et autres vont carrément sectionner le filet, déchirer pour recueillir. Ça s'est passé à Gawa, on a vu ça. Ils ont déchiré le filet pour prendre quelques poissons et tout le reste est sorti dans le barrage. Ou le vandalisme. Vous pouvez avoir un ennemi ou sur le plan d'eau, s'il n'y a pas une bonne entente, un groupe ou quelqu'un qui veut vous faire du mal, il peut venir perforer votre filet. Ça, c'est les hommes qui peuvent faire ça. L'autre facteur, c'est lié même à l'environnement. À l'environnement, et il y a les animaux aussi aquatiques. Les crocodiles, hippopotames, ou même certains poissons qui peuvent attaquer les filets ou les poissons dans les cages. Donc, c'est ça que je dis, que tout ce qu'on a observé, on a corrigé. Bon, après, je donne les difficultés et puis après, on verra les mesures, trucs. Donc, ça aussi, c'est un risque qui est là. Et l'autre côté aussi, c'est la pollution. La pollution aussi, qui est un risque aussi à ne pas négliger parce que s'il y a une pollution, un produit toxique qui se déverse dans un plan d'eau, ça peut intoxiquer les poissons. Vous pouvez assister à des mortalités de poissons. Et bon, les autres, c'est pas des risques comme ça parce que ça peut être maîtrisé. Là où on ne peut pas maîtriser, ça veut dire que vous êtes là, s'il y a une pollution qui vient, vous ne pouvez rien, quoi. Ça, c'est venu, c'est pas de votre faute. Les animaux, vous pouvez pas contrôler les animaux qui sont là-bas. Les voleurs aussi, c'est très difficile de choses. Donc, je pense que. Et l'autre aussi, pas de moindre, c'est la maladie. Les pathologies rencontrées. Et comme j'ai souligné, à la première année, on a fait face à ça et il y avait des pathologies qui ont fait. C'est ça même qui a plombé même tous les débutants. Parce que quand la pathologie est arrivée, bon, le temps qu'on puisse faire des diagnostics, des labos, tout, trouver ce qu'il faut, des remèdes, des vaccins, tout et tout, là, à ce moment, bon, les premiers, vous avez perdu. Ouais. Voilà, mais c'est ça aussi. Donc, il y a des pathologies peut-être qui peuvent survenir qu'on ne maîtrise pas. Le temps de le maîtriser, ça peut faire des casses. Voilà. Voici les différents risques possibles. OK. Et merci. On va recueillir. Il y avait un Samsung qui voulait poser la question. Je ne sais pas si c'était qui. Vous pouvez aller poser votre question. Je sais pas le nom. Ça doit être Samsung SM, mais bon. Ils sont deux ici, je ne sais pas c'est qui. Bon, s'il n'est pas prêt, je dis aussi à ceux qui sont là, s'ils ont des questions à poser, et ouvrez votre micro et puis faites votre intervention. Il y a une main qui est levée et c'est qui?
Saré. Monsieur Saré. Saré Oui, Ibrahim. oui, oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, ma question, le monsieur a déjà répondu, mais je vais reposer encore, puisqu'il a dit qu'il n'est pas, il est un technicien, il n'est pas de ressources humaines. Mais ma question est, si vous avez des conseils à donner, puisque la gestion d'une entreprise, c'est comme une équipe qui doit être coordonnée et qui doit collaborer ensemble. Si vous avez vraiment des conseils à donner du côté de la gestion des ressources humaines. Bon. Et bon, la Bon, question, c'est peut-être à vous de, si vous avez, par voilà. rapport à votre expérience. Ok. Bon, par rapport à mon expérience, moi, ce que je vois dans ce qui est déjà fait, si vous voulez investir, bon, à un certain niveau, si c'est un niveau vraiment chose, genre quelqu'un déjà qui commence à vouloir mettre 4 cages, 6 cages, il doit employer en tout cas des personnels spécialisés. Ça veut dire que vous devez prendre le temps d'employer au moins un technicien qui a mené des études dans ce domaine, en lui demandant en tout cas son plan de travail, tout. Ça veut dire que tous les jours, il y a des fiches qu'il doit remplir pour vous rendre compte de l'évolution et vous-même, vous devez suivre ça. Ça, c'est un personnel spécialisé que beaucoup ne recrutent pas. Les gens se contentent seulement de recruter des manœuvres ou bien ce qu'on appelle couramment ici des nourrisseurs qui n'ont aucune base même sur le métier et ils sont là pour aller alimenter. Il alimente bien le poisson, ouais. C'est pas bien. Ouais. Lui, il n'est pas formé pour ça. Lui, c'est pas lui, c'est comme un truc. Donc, il faut en plus, en tout cas, du manœuvre de la personne qui va naviguer tous les jours, aller prendre le temps, en tout cas, de recruter quelqu'un, en tout cas, qui serait à pied d'œuvre. Je dis bien à pied d'œuvre, pas seulement pour un suivi ponctuel. Mais là, ça dépend du niveau d'investissement. Si vous avez une cage, on ne va pas vous dire d'aller recruter un technicien à 100 000 ou combien. Bon. Mais si le nombre de cages commence à être important, il faut que vous arriviez à trouver. Nos écoles la forment. On a formé beaucoup de jeunes qui sont là. Vous le recrutez, vous lui payez un salaire qui lui permet d'être là-bas et vous lui, avec toutes les tâches qui sont bien définies. Et tous les jours, il doit être là-bas aussi. Lui aussi, son travail là, c'est le travail technique là. Enregistrer, faire les pesées de l'aliment, vérifier, hein, calibrer, en tout cas réajuster la ration, suivre la croissance. Dès qu'il y a un petit problème, il y a l'alerte qui est donnée et puis vous arrivez. Mais des gens vont investir, ils vont faire 6 cases, 10 cases, 18 cases et ils prennent seulement un manœuvre qui ne comprend même pas grand-chose au travail. Et c'est lui qui doit tout regarder. Les techniciens du ministère qui sont là pour regarder, eux, ils s'occupent de tout l'ensemble du plan d'eau. Ce technicien ne peut pas aller au jour le jour sur chaque cage. Il y a des cages là où il va faire 2 ans même sans mettre pied là-bas. Donc, il faut aider en tout cas, pour celui qui veut vraiment faire une entreprise, qui prenne le soin en tout cas de décliner les postes et puis de recruter. Et, Ça va aider. ok. Et vous avez touché un peu la question des vétérinaires. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Les vétérinaires communaux ont l'expérience piscicole pour aider les éleveurs? Euh, Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Eux, c'est ce qu'on appelle là, c'est pas, comme on appelle, à pied d'œuvre. ouais. Eux, ils sont de passage, ils font un, voilà. Eux, ils viennent, c'est comme même dans les champs de coton, dans les champs de maïs. De temps en temps, l'eau va passer, il regarde la physionomie de ton champ, il te dit c'est bon, il te demande est-ce que tu as quel engrais, puis s'il y a des conseils, il te donne, puis il est parti. Mais il n'est pas employé à ta ferme ou à ton champ. Et là, on vous demande comme une activité économique, c'est une entreprise où vous mettez beaucoup d'argent, que vous devez faire des résultats. Vous recrutez quelqu'un, puisqu'il y en a, c'est pas qu'il n'y en a pas, hein. C'est pas tout le monde qui a eu les tests pour intégrer la fonction publique qui sont fonctionnaires. Il y a Ouais. beaucoup qui se sont fait former à titre privé et autres. Ouais. Vous le recrutez en bonne et due forme pour votre entreprise. Lui, il est Ok. là, il ne fait que s'occuper de ça. Ok. Merci. Et Monsieur Doudou, et bon, monsieur, je dis Monsieur Doudou, et Monsieur Soulené, et vous pouvez intervenir. Le micro n'est pas activé. Ok. Allez-y.
Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Promo, bonjour. DG, bonjour. Salut tout le Ok, monde. Je Oui, sais que bonjour. ok. on a rencontré avec Promo, on a déjà discuté avec DG. Mon cher, et il faut désactiver la vidéo là parce qu'on ne te reçoit même pas. Il y a... Voilà. Désactive la vidéo et puis bon, peut-être. Ça fait comment? Attendez. Oui, on te reçoit. Ah, d'accord. Hmm. Je sais qu'avec Promo, Minungo, on en a parlé à plusieurs reprises. J'ai été également dans leur bureau. J'ai eu à échanger avec DG. On avait vraiment l'ambition également de pouvoir travailler. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas pu se lancer des Mhm. occasions de plus pour réunir les idées et pouvoir Mon se cher, lancer. on fait des efforts, mais on ne te reçoit pas. Alors, On fait des efforts pour t'entendre, mais on ne va pas te mentir, on ne te reçoit pas. vous me recevez? Voilà, ça y a du Voilà. bruit. C'est bon maintenant. Ah, Hmm. bon, je disais que avec Promo Minungo, on en a parlé à plusieurs reprises. J'ai même Oui. été dans leur bureau. Euh, on a discuté de long et en large. Ils ont les informations qu'on nous donne aujourd'hui. Ce sont des informations vraiment ils m'avaient déjà données. Et je sais qu'ils sont très engagés. Et comme ils disent, c'est la diaspora qui est un peu en retard à ce sujet, surtout la diaspora italienne. Je pense que une fois de plus, c'est l'occasion, hein, c'est la place et puis c'est le lieu que nous, de la communauté italienne, on puisse s'organiser pour aller vraiment exploiter les barrages qui sont là-bas parce que c'est que tout ce qu'ils ont dit, en tout cas, c'est réaliste. Ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. Et nous souhaitons que tous ceux qui sont à l'écoute, et même ceux qui ne sont pas à l'écoute, qu'il y ait vraiment certaines convictions pour qu'on puisse aller se lancer. Et je les félicite aussi parce qu'ils font vraiment un travail excellent, hein. Travail vraiment excellent dans tout le Burkina Faso et tout partout pour suivre et pour donner leur meilleur. Donc, félicitations à vous. Et je sais Merci. que, Kelly, on est un peu en retard, mais on va venir en force. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci beaucoup. OK. Et il y avait, bon, il y a toujours le Samsung, je ne sais pas c'est qui, il a levé la main. Bon, vous pouvez poser la question. Dites votre nom et allez-y. Bonjour, excusez, je n'ai pas pu enregistrer le nom. En tout cas, moi, je me nomme Kere Inoussa. Je suis également de la diaspora en Italie. Ok. Oui. Moi, ma question, c'est quand un jeune arrive au Burkina, qu'il veut entreprendre, que ce soit sur la pisciculture, que ce soit sur l'agriculture, dans quel bureau il doit se diriger pour aller euh, recevoir les informations qu'il se faut. Puisque j'ai eu cette difficulté cette année et que j'ai investi également dans l'agriculture, mais j'ai demandé plusieurs fois. Peut-être je n'ai pas croisé les bonnes personnes, mais je n'ai pas reçu quelqu'un qui m'a indiqué un bureau ou bien qui m'a indiqué un endroit où aller exposer mon projet ou bien en parler avec quelqu'un. C'est ça ma question. OK. Est-ce qu'il y a un Mais, bureau où quelqu'un peut, un jeune de la diaspora, quelqu'un de la diaspora peut aller exposer son projet sur la pisciculture? OK. Oui, Et, je peux oui, aller? oui, monsieur Minougou, je vois, vous avez levé la main. Oui, allez-y. Oui, merci, monsieur Kéré. C'est comme le disait tantôt monsieur Soulené, qu'il est même venu à la Direction générale des ressources halieutiques à Ouagadougou. Il est venu nous voir par rapport à leur projet de pisciculture. Je crois que quand on parle de pisciculture au Burkina Faso, c'est la seule direction qui est là. Mais maintenant, il y a des démembrements au niveau des régions. Mais la direction générale se trouve à Ouagadougou, à Somgandé.
toujours au bord, avant l'échangeur. Mm. Je crois que si vous prenez les contacts seulement, si vous arrivez à Ouagadougou, on va vous donner notre, comment on appelle ça, notre position. Vous venez seulement et puis voilà. Le directeur est là. Si le directeur est là, bon, on va vous amener chez le directeur. Si DG est là, on va vous amener chez DG et puis voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Peut-être que vous avez tapé à la mauvaise porte. C'est à cause de ça. Sinon, Soulené connaît notre bureau. Soulené est déjà venu à Ouagadougou dans nos locaux. Oh oui. Merci. Je ne sais pas si Dé a quelque chose à ajouter. Ok. Bon. Oui, peut-être que si j'ai compris une facette de sa question, Ouais. peut-être s'il a Oui. un projet, ça veut dire que peut-être s'il a un projet qui il cherche financement, ou bien il a ses financements et qu'il veut venir au Burkina, il ne sait pas. Bon, il y a de manière chose, il y a le Bureau national des grands projets aussi. Si c'est des projets, les grands projets là, vous voulez envoyer des investisseurs et autres au pays, souvent ça passe par le Bureau national des grands projets. Voilà. Si c'est ce genre de projets-là, des grands projets, peut-être vous avez, ou bien vous-même, vous avez des fonds, vous voulez faire quelque chose, en tout cas, qui est très grand, Excusez, vous pouvez oui, passer par là. également, Ouais. oui. Bon, moi, ma question, ça se base sur moi-même, puisque, bon, comme je me suis déjà lancé dans l'agriculture, j'ai eu à exporter beaucoup de matériel agricole, que ce soit tracteur, semeur, remorque, tout ça. Bon. Donc, je me suis retrouvé sur le terrain et je n'ai pas un endroit où aller me présenter. Ah, Oui. c'est ça. Donc, C'est le Bureau national des au grands niveau de projets. ce sujet. Oui, Yeah. ça c'est par exemple le Bureau national des grands projets. Soit vous passez par le cabinet du ministère, vous déposez votre demande et autres au cabinet qui vont l'étudier et puis peut-être le transférer à SG ou bien à la structure, à la direction générale qui s'occupe de ces questions-là. Et ils vont traiter. Ou bien il y a le Bureau national des grands projets aussi. Les investisseurs aussi passent par ce bureau-là aussi pour rentrer. Nous, on reçoit souvent des dossiers venant du Bureau national des grands projets qui part au ministère et ça nous revient. Et aussi, vous pouvez aller au ministère directement, au niveau du cabinet, déposer votre dossier. Ou venir à notre niveau, à la direction générale ou à la région. Voici les démembrements, quoi. Voilà. OK. OK. Et il y a M. Dabouzalé qui avait dit qu'il voulait poser la question. Allez-y. Ah, c'est mon oncle. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je voudrais Bonjour. dire merci pour cette belle initiative et aussi merci à nos deux invités depuis Ouaga pour la qualité du message que vous avez passé. Alors, très intéressant. Moi, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour être admis à avoir une cage flottante? Bon, il faut déjà, pour être admis, il faut déjà être demandé. Ça veut dire présenter un petit plan d'affaires. C'est pas compliqué, hein. À partir même de fiches synthétiques, là, nous avons fait des évaluations. Genre pour une cage, quel est l'investissement? Pour deux cages, ou bien pour une cage de 75. Vous tirez ça, plus il y a une lettre d'engagement, une lettre de demande de concession. Et puis ce plan-là, avec votre identité, si c'est une entreprise morale ou physique, vous joignez les papiers. Si c'est vous-même comme ça, à titre personnel, c'est votre carte d'identité, vous joignez, vous remplissez une fiche signalétique et vous déposez, vous demandez c'est sur quel plan d'eau vous voulez. Nous, on vous accorde la demande là. Donc, en vous accordant ça, déjà, ça veut dire que vous êtes promoteur sur tel plan d'eau. Et c'est là maintenant, s'il y a maintenant des cages subventionnées, puisqu'on commande, les projets commandent et nous, on met à disposition. Quand ça arrive, souvent, on peut faire le partage, dire, bon, il y a 50 personnes sur le plan d'eau. Cette vague avait déjà bénéficié. Permettez aux nouveaux qui arrivent de bénéficier. C'est comme ça qu'on fait. Donc, s'il y en a,
On vous dit, ben voilà, monsieur, il y a des cages de 75 mètres cubes disponibles. Si vous voulez, on vous donne un code bon, vous payez le code bon et vous avez votre cage, vous aménagez là-dedans, ainsi de suite. Donc, la démarche, c'est d'abord faire le dossier, déposer pour être déjà inscrit en tant que promoteur du tel plan d'eau. Si c'est en ce qui concerne les cages flottantes. Si c'est aussi pour faire une écloserie aussi, c'est à peu près la même chose. Vous faites la demande, en tout cas, d'ouverture de la ferme pour faire les alevins. Et on vous donne une réponse pour dire oui, c'est bon, c'est le ministre qui doit répondre, mais c'est nous qui allons répondre, quoi. Comme c'est sous couvert la voie hiérarchique, nous, on va répondre pour dire, ouais, monsieur tel, vous avez déposé un dossier demandant, en tout cas, installer une ferme de closerie à tel endroit, tant. Peut-être qu'on va même venir voir le coin, tout, et on va vous donner une réponse pour dire que oui, on accepte. Et on vous met maintenant dans le fichier de ceux qui sont des alévineurs qui produisent des alévins. Là, quand il y a des décisions des organisations, vous êtes aussi pris en compte. S'il y a des géniteurs qu'on doit donner, vous êtes pris en compte aussi. S'il y a de l'aliment à coût subventionné, vous êtes pris en compte. Donc, il faut s'enregistrer, quoi. Merci bien. Vu que vous parlez avec la diaspora, nous, à partir de l'étranger, on peut s'enregistrer comment? Oui, à partir de l'étranger, nous, on vous envoie les fiches là. Peut-être qu'à la fin, on va donner au point focal qui est là-bas. Il vous donne, vous remplissez le plan d'affaires, tout et tout. Et puis, vous signez, vous scannez, vous nous envoyez. C'est comme ce que j'ai dit là, pour ceux qui sont aux États-Unis, là, ils sont restés là-bas, on a fait comme ça, et puis ils ont été enregistrés. Ils ne sont pas venus ici même. C'est après qu'ils sont venus par la suite. Il y en a même qui ne sont même pas encore venus. On a fait comme ça. De là-bas, on a déposé, et puis quand la demande est sortie, l'autorisation, on a scanné aussi les envoyés. On dit, voici ton autorisation. D'accord. Je voudrais aussi... Ça peut se faire à dire. D'accord. Merci bien. En tant que invité aussi au forum des entrepreneurs de la diaspora l'année passée, porter un témoignage, en tout cas, pour encourager mes frères et sœurs de l'Italie et de participer à ces initiatives-là. Parce qu'on a été, lors de ce forum, l'année passée en août, sur le site de Bagré, là où on a eu droit à une visite sur les incubations, les alevins et même les étangs d'eau où il y avait les poissons à l'intérieur. Je pense que c'est un projet assez structuré et très bien c'est au sérieux. S'il y a des personnalités du ministère déjà qui sont sur ce forum, et ça démontre le sérieux du travail et aussi l'engouement et l'intérêt porté par notre diaspora. Donc, en tout cas, j'invite mes frères et sœurs de la diaspora. Et si on ne peut pas aller individuellement, même à s'y mettre en groupe, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. En tout cas, merci beaucoup pour les réponses à ma question. OK. Et on Merci. espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, je pensais. Et on va poursuivre avec les questions. Il y a M. Salif Maré. Non, il y a Miningu qui lève la main. Ah, pardon. Je n'ai pas vu la main. Allez-y, M. Miningu. Ok, merci. Par rapport au document que notre compatriote venait de parler, les documents sont disponibles tout juste après notre entretien. Je vais vous les transférer pour que vous preniez quand même, comment on appelle ça, vous ayez déjà une idée des documents, quoi. Par rapport à la visite de Bagré, dont le prédécesseur l'a parlé tantôt, c'est le centre d'élevage piscicole de Bagré. Quand ils y étaient, nous, on était à Bagré en ce moment. Voilà, mais il faut se dire que ce centre-là, l'aspect technique, c'est la DGRH qui le fait. L'aspect technique de ce centre, le centre dont ils parlent, dont ils ont visité, l'aspect technique là est à la charge de la DGRH, de notre direction générale. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Okay. Merci beaucoup. Salif Marie? Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger.
Donc, Et, je n'ai pas et réussi conseil, à enlève suivre. la vidéo parce qu'on ne vous reçoit pas. Ok, allez-y. C'est bon? Oui, 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 bonsoir. oui, bonsoir. Oh, Voilà, bonjour. excusez-moi de vous déranger. Bon, je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas tout suivi. Mais bon, j'ai une question à poser, quoi. Donc, par exemple, si quelqu'un a déjà un terrain, bon, tout il y a l'eau, tout est clôturé, bon, que la personne a besoin de faire un projet. Donc, quel conseil que vous avez à donner à la personne, bon, comme ça, bon, si tu commences par ici, bon, peut-être, bon, ça va te donner le bon résultat ou comme ça, bon, je veux un bon conseil, quoi. Hmm. Bon, Voilà, parce que je n'ai pas précisé c'est tel travaux que je voulais faire, tel travaux que je voulais faire, mais j'ai bon, une idée à faire, bon, je ne sais pas d'abord, bon, je vous demande toujours le conseil, bon, quel conseil que vous avez à me donner pour que je réussisse à avancer? bon. La question, je ne sais pas, elle est générique. Donc, quoi. Vous deux, si vous avez, par rapport à votre expérience, si vous avez un conseil à lui donner. Ouais, Ok. Bon, c'est vraiment le dot général, hein, comme on l'a dit. Lui, il a son terrain, il Oui, a ouais, clôturé. ouais. Maintenant, bon, effectivement, la première des choses, c'est l'eau. S'il a Il y en a, l'eau, il y a l'eau aussi. le débit, est-ce que le débit est important? Tout ça. Ouais, Si le débit est très, très important, là, il peut ouais. faire des activités piscicoles. Mais si le débit est faible, il va se Ouais. contenter peut-être de faire des activités peut-être d'élevage, puis Il y a, oui, un il y peu a de 8 mètres cubes. Il y a 8 mètres, production arboriculture. il y a 8 mètres cubes de l'eau. 8 mètres cubes, oui, ça va. Avec les 8 mètres, D'accord. voilà, ça veut dire qu'il peut déjà commencer peut-être à faire ce qu'on appelle la production d'allévin. Il peut Ouais. produire les allévins. S'il voit que ça, c'est trop compliqué parce que ça demande aussi, comme j'ai dit, la main-d'œuvre spécialisée des gens pour faire, ils peuvent tout simplement faire des bassins pour faire Mhm. élever les silures. Et puis maintenant, prendre l'eau là pour faire ses fruitiers, faire des Ouais. agrumes, et puis bon, Mhm. peut-être à l'intérieur, faire du jardinage, et puis Ouais. compliquer avec... Mais il lui faut un plan d'aménagement. Ce que moi, je lui conseille, c'est ça. Il faut qu'il Mhm. prenne le croquis de son terrain, donné à des spécialistes qui vont lui dire, voici ici, il faut mettre tel truc. Aménager ça, quoi. Ouais. Mais avec ce débit-là, il peut aussi faire de l'élevage de poissons, mais soit c'est élever les silures ou bien faire la production d'alevin Ouais. à la tilapia. C'est les deux trucs que je peux lui dire, mais il n'a qu'à faire un plan d'aménagement. Mhm. Bon, c'est que moi j'ai un peu ajouté, bon, pour connaître tous les terrains, comment c'est bon. Tous les terrains, c'est 3 hectares et demi, tout est clôturé. Donc, bon, j'avais besoin de faire pour un grand projet, bon. Mais il faut, bon, avant de commencer à faire un grand projet, donc il faut avoir beaucoup d'idées. Bon, je n'ai pas investi beaucoup là-dedans parce que tout ce que moi j'ai déjà investi là-bas, bon, c'est un peu élevé. Donc, bon, je n'ai rien fait d'abord en dehors de clôturation avec l'eau. Bon, seulement, bon, nous, je faisais le maïs là-bas et tout et tout. Donc, bon, ce que moi j'ai en tête, bon, je suis en train de passer à faire la pisciculture. Donc, j'ai déjà commencé à creuser sur le bassin. Bon, mais c'est pas encore réalisé, quoi. Donc, si tu veux faire de la pisciculture, il ne faut pas commencer à creuser les bassins. Il faut envoyer, je ne sais pas qui, voir nos services là, et puis Ouais, Oui, oui. ils vont te donner des conseils. Parce que quand tu vas creuser, ça va être un ouais. problème. Tes 8 mètres cubes Mhm. là, ça ne pourra pas remplir les grands étangs que tu veux faire. Pour Ouais, vider même l'eau, ça va être un autre problème. On construit. ouais. Comme c'est la Mhm. terre ferme, on construit soit des Ouais. bassins ou bien on installe des Mhm. bacs hors sol. C'est ce qu'on fait. Hum. Et puis, on dimensionne pour ne pas dépasser. Il ne faut pas faire plus d'infrastructures que Ouais. l'eau que tu as pour pouvoir les remplir, genre en une Mhm. journée. Si tu dépasses OK. ça, tu vas avoir des bassins qui ne pourront jamais avoir de l'eau. Ça s'est Hum. passé, ces erreurs, les gens l'ont fait.
Ils ont construit des bassins, des bassins, des bassins. Et puis après, ils ont un forage de 8 mètres ou 10 mètres cubes. Alors que pour pouvoir remplir tous les bassins, il lui faut peut-être un mois. Ça ne sert pas. Donc, il y a des bassins là-bas qui n'auront jamais l'eau. Donc, Ça, il ne c'est faut vrai. pas creuser d'abord. Il faut venir voir les techniciens chez nous. Il y a Minungu qui est là. Tu peux contacter Minungu si tu as quelqu'un au niveau local d'ici, qu'ils viennent. Nous, on va les référer avec les agents qui sont sur le terrain. Ils vont aller voir le terrain. Puisqu'il faut regarder, on peut au téléphone comme ça, on ne peut pas. Il faut aller voir le terrain. Et puis, bon, ensuite, ils vont donner les conseils qu'il faut. Ils vont dire, voilà, vous pouvez faire le bassin comme ça. On peut vous référer aux entreprises qui construisent les bassins. On peut même vous référer à des gens qui vont vous faire le plan global de votre ferme. Ou bien même si tout ça là se trouve, mais au moins se référer à des gens qui vont vous faire des bons bassins pour commencer à faire votre production piscicole. Qui sera orienté soit à faire des alevins, tilapia, ou bien à faire du grossissement du silure. Et ensuite, combiner l'eau pour pouvoir arroser les plantes. Ça peut être des tangelots, des trucs comme ça. Ok. Merci, j'ai compris. Ok, merci bien. Encore. Voilà. Et si vous permettez, voilà, il y a Minungu aussi qui lève sa main. Minungu. Oui, c'est toujours par rapport à ce que le prédécesseur a dit. Il a commencé à faire creuser pour. Il n'a qu'à. Comme le dit le directeur, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il ne faut pas qu'on continue à creuser. Parce que les étangs là, pour vider l'eau en toute sincérité, il faut des motopompes. Et c'est un coût supplémentaire encore. Et comme le débit aussi comment on appelle ça, de son forage aussi est acceptable, s'il y a trop d'infrastructures, ça va lui créer des problèmes. Donc, c'est mieux qu'il cherche un spécialiste pour lui construire des bassins. Merci. En fait, pour revenir à ce que M. Marais disait, oui. En fait, nous, on est arrivé à créer cette structure, à provoquer ce machin-là, Auxilium, à cause de cela. Parce qu'on a remarqué que dans notre diaspora, il suffit qu'on ait son argent, on va investir, on tombe et puis on revient. Et moi, personnellement, en tant qu'être humain, je ne conçois pas ça. Je n'aime pas voir les gens faire ce genre d'erreur. Donc, pour moi, je me suis dit, il faut qu'on arrête tout ça. Maintenant, ceux qui écoutent pourront en bénéficier. Ceux qui n'écoutent pas vont continuer à se casser les dents. Et franchement, il ne faut pas investir de cette façon. C'est pas parce qu'on peut faire, on va faire, on va faire. Non. Il faut prendre les bons conseils pour le faire. Et chez nous, les Africains, on pense que tout ce qui est étude, faire ceci avant de faire une chose, que ça, c'est affaire de blanc. Mais non. Nous, c'est comme ça les gens, ils ont fait pour se développer. C'est comme ça, nous aussi, on va faire pour nous développer. Donc, il faut avoir des conseils. Il faut des conseils. Tous ceux qui veulent entreprendre dans ce genre de... Puisque ce n'est pas petit argent, hein, pour faire un forage et aménager le terrain, clôturer, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Hein. Parce que nous sommes ici, cet argent le dilapide, on perd, on reprend à zéro, on arrive à réavoir encore cet argent. Peut-être on ne le sent pas. Mais quand quelqu'un investit 5 millions et puis après il n'a rien, peut-être dans sa vie, c'est fini, hein, quelque part. Alors, donc, il ne faut pas qu'on va jouer avec l'argent aussi, quoi. Il faut vraiment taper aux bonnes portes. Il faut qu'on s'organise. Si on veut faire un truc, il faut qu'on s'organise où on doit aller, on va là-bas. Et puis voilà, quoi. Non, effectivement, tu as dit, juste pour ajouter, on ne veut pas dépenser 200 000, mais on va perdre 10 millions. Simplement. Exact. Et exact. On pourrait épargner 10 millions en allant sur quelqu'un qui est un expert, qui nous donne un conseil. Même s'il prend 200 000, on a épargné 8 millions. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut aussi poser les bonnes questions, trouver les bonnes personnes et planifier, parce qu'on ne part pas investir sans une planification.
et sans une organisation aussi, et sans structurer un projet, parce que c'est ça qu'il s'agit. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est allé au-delà de 1 heure. Bon, nos invités vont nous excuser pour cela. S'il y a d'autres questions. Ok. Bon. Il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Autrement, bon, on va clore cette rencontre. Bon. S'il n'y a pas de questions, je vais saluer, je ne sais pas si Moussa est là, Moussa Djebré, un ami de longue date. Oui. Ok, depuis ça, je salue Moussa Djebré. Oui, il est là, il est là. Moussa Gebrey, c'est lui-même qui a posé, s'il a le micro ouvert, il est là. Ok. Ok. Oui, oui, mon cher Abo, vous m'attendez? Oui. Oui, on te reçoit. Oui. Oui, bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour. Oui, merci infiniment pour les organisateurs. Et les animateurs aussi, vraiment, on vous remercie. Et en particulier, M. Rabo, comme il a su dire vraiment depuis longtemps, on se connaît. Je l'ai nommé l'infatigable. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un coin au Burkina que M. Rabo n'a pas mis son pied. Je ne suis pas avec lui, mais quand je l'appelle, à chaque fois, il a Bagré, il a Sourou, il a Kaya, il a Bobo, il n'a jamais le temps. Et si le Burkina arrive à avoir ce genre de personnes, je pense que vraiment, c'est très bénéfique pour la nation. Et que tout ce qu'il a eu à dire aussi, et si on se met au sérieux pour travailler, avec l'opportunité qu'on a avec eux, je pense que ça va beaucoup aller. Ça va beaucoup nous aider, surtout nous, la diaspora. Moi, j'en ai bénéficié de lui, beaucoup de choses. Ça, je peux vous témoigner. Donc, pour ne pas trop parler, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, l'infatigable. Et vous êtes les VDP, même les premiers VDP de la nation. Ok, Merci beaucoup. Merci. On est là à votre service. Merci. Ok. Adamou Yabré. Oui, allez-y, Adamou Yabré. Oui, alors bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bon, moi, j'ai tout écouté avec attention. Voilà, ce que j'aimerais savoir ici, si quelqu'un est au pays ici, bon, ou il quitte la diaspora, il se retrouve ici, s'il peut faire une sortie sur le site, est-ce qu'on peut le guider vers le site ou bien on peut lui donner une orientation pour qu'il puisse se rendre et puis visiter? Puisque entre parler et puis voir, là, je pense qu'il y a deux choses différentes. Puisque c'est préférable à chaque fois de voir avant de se lancer. Et en plus, pour demander aussi, si on fait les demandes, les attributions, c'est combien de temps il faudrait pour qu'on t'attribue une cage flottante? Merci. Ok. Ok, merci. Bon, pour les sites, si vous êtes là seulement, je pense que les sites là, vous pouvez aller les visiter, que ce soit à Bagré pour la lécloserie, comme au niveau du barrage. Voilà, pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, pour les démarches, ça dépend de votre rapidité pour déjà être, qu'on puisse vous délivrer une autorisation d'investir. Ça, si vous la déposez même dans cette semaine, la semaine qui vient, c'est sorti. Vous avez votre autorisation. Maintenant, pour acquérir la cage flottante à prix subventionné, ça va dépendre maintenant de la disponibilité. S'il y en a de disponibles, vous allez bénéficier. S'il n'y en a pas, on va vous dire de commencer à vos propres moyens. Là, comme je l'ai dit, on sait que vous êtes là depuis tant, on pourra vous faire bénéficier. C'est ce que je peux dire, parce que c'est des lots qui viennent. On peut nous doter 200 cages. Quand on prend, on partage sur les sites et on met à la disposition des gens. Les gens enlèvent ça par coup de bon. Donc, tout de suite, ça peut venir trouver qu'il n'y en a pas.
parce que ça a déjà été enlevé. Donc, il faut attendre encore une dotation. Mais vous donnez l'autorisation d'accéder au plan d'eau et de vous-même faire vos investissements, ça à tout moment. Je peux dire qu'en une semaine, vos papiers sont OK. Et l'autre semaine qui va suivre, vous pouvez contractualiser avec ceux qui fabriquent les cages, tout et tout. Et puis, ça peut aller très, très vite. OK. Mais si j'ai des inscrits, si j'ai des gens, moi aussi, je peux aller fouiller sur le barrage, là, voir s'il y a des cages disponibles qu'on peut et donner à un certain nombre. Ça, c'est à nous de voir à l'interne. On peut aller fouiller, voir. Il faut que je repars dire à celui qui s'occupe là-bas, le point focal, de me faire le point. Est-ce qu'il y a des cages disponibles qu'on peut mettre à prix subventionné? Il me fera le point et je peux dire, bon, pour la diaspora, on peut leur réserver 5 cages comme ça, 5 codes bons. S'il y en a, voilà, s'il y en a, on peut vous permettre 5 cages comme ça. C'est un exemple que je prends, quoi. S'il n'y en a pas aussi, on va dire, ah, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, sachez qu'on va mettre ça à votre disposition. Ok, donc vraiment, je suis satisfait de la réponse. Excusez si j'ai pris la parole sans l'autorisation. Voilà, bon, je suis vraiment content et satisfait de la réponse. Parce que nous, de la diaspora, c'est pas qu'on est menu de trucs, des fonds infinis, puisque nous, on a toujours des budgets limités. Voilà, donc s'il y a lieu pour les subventions, là, je pense que c'est la chose meilleure. Donc, on n'a pas des gros budgets, donc nous, on veut investir, mais toujours avec le frein à main tiré. Donc, c'est ce qui arrive que bon, vous avez expliqué bien avant, qu'on se donne sans des experts sur le lieu, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas envie, mais si le fonds ne te permet pas, pourtant tu as envie de te lancer, tu préfères te lancer aux yeux bandés que de prendre un expert, parce qu'en prenant l'expert, peut-être qu'il n'arrivera pas à pouvoir aboutir à la fin de ton projet. Donc, c'est ce qui arrive à chaque fois qu'il faudrait te lancer à yeux fermés. Voilà, donc merci beaucoup. OK. Merci, Monsieur Yabré. Et je pense qu'on ne va pas abuser trop de votre temps parce que bon, on est au-delà de 1h30 et bon, on va clore cette rencontre. Et merci. Bon, je vois des gens qui veulent poser la question. Il y a un Google Pixel. Bon. Oui, si c'est possible, c'était juste pour ajouter un peu du côté de M. Yabré. Excusez-moi, bon, je prends la parole comme ça. Je suis M. Bambara. Bon, comment on dit ça? Les cases flottantes sont importées ou bien s'il y a une possibilité de subventionner les usines ou bien ceux qui fabriquent. Voilà, comme je vois que, bon, le monsieur dit suivant, il y a du manque. Voilà. Je ne sais pas. Ceux qui fabriquent sont conventionnés, c'est directement, une fois que tu as ton certificat ou bien ton attestation de truc d'autorisation, voilà, tu causes directement, voilà, il y a une affiche qui peut t'aider, voilà, à voir cette convention. Comme souvent, bon, c'est moi, je vois ça, et bon, s'il y a la possibilité, merci. Et M. Rabo Minougou, allez-y. Bon, pour le moment, je pense qu'on n'est pas arrivé à ce stade. Ce qu'on est arrivé, c'est par exemple, comme j'ai dit, des programmes ou bien même l'État qui achète les cages avec des prestataires. On peut acheter la cage à 1,3 million et la remettre à prix subventionné à 300 000 aux acteurs. Vous voyez? Mais subventionner directement ceux qui construisent les cages là, à faire baisser le coût, on n'est pas arrivé à là d'abord. Ce qu'on est arrivé, c'est au niveau de l'aliment là. Au niveau de l'aliment, les 3 usines qu'on a mis, on a dit ces usines-là, comme c'est des usines de l'État, l'aliment ne va pas dépasser 550 000 au niveau de ces usines. Ça a été fait. Maintenant, au niveau de ceux qui construisent les cages là, c'est le business. Donc, l'État peut acheter par an peut-être 500 cages flottantes pour mettre à la disposition. Donc, le reste là, c'est les gens eux-mêmes qui payent leurs cages directement. Et comme c'est des mêmes matériaux souvent qu'on utilise, bon, pour le moment, on n'a pas eu cette formule-là d'abord de pouvoir subventionner pour faire baisser même au niveau du
fabricants. On n'a pas la formule d'abord. Peut-être qu'avec le temps, ça serait peut-être les filets. On pourra dire peut-être d'enlever certaines taxes sur les filets. L'important, comme souvent les plaques solaires, on exonère certaines choses là. Comme les filets, on sait que c'est spécifique. Si ces filets-là, c'est pour aller dans la cage, on ne fait pas autre chose avec. Mais si tu dis les fers là, les mêmes tubes Galva et autres là, les gens peuvent prendre ça pour amener dans la construction de maisons. Ça ne va pas aller dans la cage. Donc, c'est la difficulté, mais on verra. C'est une idée quand même qu'il donne. C'est intéressant, vraiment. On prend note. Merci beaucoup. Ok. Et donc, on va, il y a un mot pour clore la rencontre. Oui, effectivement, c'est bon, mais on doit arrêter aussi parce qu'il y a le temps qui manque à beaucoup de personnes. Ouais. Sinon, vraiment, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Et je dirais que on va remercier nos invités et il y a un message aussi qu'on pourrait laisser est qu'il est important de retenir la chose essentielle ici, que la pisciculture représente aujourd'hui une véritable opportunité économique pour notre pays, que c'est un secteur qui peut contribuer à l'alimentation, à la création d'emplois et au développement de l'entrepreneuriat local. En tout cas, les notes que j'ai prises aussi est que euh, pour réussir dans ce domaine, ça ne dépend pas uniquement de la motivation ou du financement. Et ça demande aussi de la préparation, des connaissances techniques, donc une bonne organisation et surtout une vraie structuration du projet. Et donc beaucoup de personnes veulent investir rapidement, c'est ce qu'on a remarqué dans les questions aussi, parfois depuis l'étranger sans études préalables, et sans accompagnement et sans vision claire. Malheureusement, c'est souvent à ce niveau que commencent les difficultés. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas avancer seul. Au-delà des opportunités du secteur, il faut aussi être capable. Voilà, il faut être capable de structurer son projet, il faut être capable d'analyser sa rentabilité, de planifier ses investissements, et donc de sécuriser ses activités et mettre en place une organisation qui soit durable. Et je dirais, c'est justement pour ça, je disais en intervenant à un moment donné, que c'est justement pour cela, et dans cette logique, que notre structure Auxilium souhaite accompagner les entrepreneurs et les membres de la diaspora. Donc, les aider à transformer une simple idée d'investissement en une activité réelle, viable, organisée et pérenne. Parce que là, on s'est rencontrés durant ce webinaire. Il y en a qui n'avaient jamais pensé à la pisciculture, mais du coup, ils sortent de ce webinaire avec une idée qui est mûrie et qui peut germer en vrai projet réalisé sur le terrain. Parce que c'est un bon projet sans structure, il faut le savoir que c'est un gros risque, on l'a vu. Et il y a le frère qui disait que c'est les limites de nos moyens qui nous poussent à aller agir aux yeux bandés. Mais agir aux yeux bandés, si on le fait une fois, deux fois, trois fois, je crois que la vie, on n'a pas 150 ans. On a aussi un temps limité pour vivre, il ne faut pas aussi se détruire. Mais un projet bien accompagné, bien organisé, devient une véritable opportunité de réussite. Qu'est-ce qu'il faut dire? Un grand merci aux invités pour la Oui. qualité des échanges et le partage d'expériences. Ouais. Également à tous les participants pour votre présence et votre intérêt. Et nous espérons que cette rencontre permettra à plusieurs personnes de mieux comprendre le secteur et peut-être voilà, de passer à l'action avec plus de préparation et de confiance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une information du passage. Bon, nous, pour Oxidium, on a un groupe WhatsApp qu'on va faire passer les informations. Le lien est ici dans le chat. Ceux qui veulent s'inscrire, appuyez le lien. Automatiquement, ça vous amène dans le groupe. Et donc, encore une fois de plus, on remercie Monsieur Fabrice Rabot, Monsieur Minougou Amidou pour la qualité des informations qu'ils ont fournies.
Et donc, on attend aussi les informations et on espère vraiment que cette webinaire soit le début d'un investissement massif sur ce secteur-là. Donc, encore, merci beaucoup. On doit s'excuser aussi, hein. On doit Ah oui, s'excuser. bon, Il y a, effectivement, on s'excuse il y a pour le, il y a le directeur Ah oui? qui insistait sur la présentation camarade. Bon, on n'est pas encore habitué, voilà, mais on va Ouais, apprendre. oui. Voilà. Donc, on Oui, va se bon, on doit conformer. apprendre. On va se Voilà, on va se conformer aux conformer. règles du pays. Voilà. Effectivement. OK. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. OK, merci à tous. Merci, Allez. merci. OK, Merci. merci.